Bonsoir, merci de suivre cette émission ce soir consacrée au programme Grande École d'Audencia Nantes. Alors, pour répondre à vos questions qui ont déjà été posées aussi, nous recevons ce soir plusieurs invités. Philippe Despincé, qui est directeur du programme Grande École d'Audencia Nantes, et des étudiants du programme Grande École, avec, pour démarrer, Gaëtan Boissieu, qui est en dernière année du programme Grande École, et vous venez, j'allais dire presque classiquement, d'une prépa HEC. Alors, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présents. Ma première question sera certainement pour vous, Philippe Despincé. Vous avez eu une bonne nouvelle, l'école a eu une bonne nouvelle la semaine dernière avec la réaccréditation sans réserve par la CSB. Bonne nouvelle pour vous. Oui, très bonne nouvelle. On s'y attendait, hein, suite à la venue des membres de la CSB et les commentaires qu'ils nous avaient faits. C'est toujours intéressant d'avoir le document officiel et de voir qu'il n'y a aucune remarque particulière sur notre programme et qu'ils mettent en avant certaines de nos spécificités. Donc c'est très bien. Et étant ça représente quoi pour vous en tant qu'étudiant, une réaccréditation SSB, c'est neutre? Je sais que lorsque je candidatais donc pour les écoles, c'est quelque chose auquel on prêtait attention parce que c'est quand même un gage de sérieux, un gage de confiance vis-à-vis des instances hors école. Mais après quelques années, donc après 4 ans à Audencia, c'est juste une satisfaction de voir qu'en fait l'école continue sur sa bonne lancée. C'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention au quotidien en tant que futur diplômé ou même en tant que diplômé. Mais ça fait toujours plaisir d'apprendre ça, oui, effectivement. Alors là, vous êtes en dernière année du programme, vous êtes rentré classiquement donc, à l'issue d'une prépa HEC, on va dire là aussi classique, en province. Qu'est-ce qui, au fond, vous a fait choisir Audencia? C'était quoi l'élément déterminant? Est-ce que c'est le fruit d'une longue réflexion? Est-ce que c'est plusieurs petites choses qui se sont mises bout à bout? Alors oui, non, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, sortant de prépa, on veut d'abord la meilleure école possible. C'est un critère essentiel. Et après, en fait, critère qui est aussi très très important, auquel on ne tient pas forcément compte lorsqu'on est en prépa, c'est aussi le ressenti qu'on peut avoir lorsqu'on passe ses oraux. Et en fait, je me suis rendu compte pendant mon tour de France que le ressenti, que l'école avec laquelle j'accrochais le plus, c'était vraiment Nantes, parce qu'il y avait un état d'esprit qui était un petit peu différent. C'est des mots qui, en fait, quand on est en prépa, ça peut paraître quelque chose de très secondaire, mais en fait, c'est vraiment essentiel parce qu'on va y passer 4 ans à Audencia. Et c'est vraiment le critère qui m'a fait choisir Audencia, parce que l'ambiance au sein de l'école était incroyable, parce que la ville est vraiment une ville où laquelle on peut s'épanouir, parce qu'il y a vraiment toutes ces choses qui font qu'on n'est pas seulement un étudiant dans une école, mais on est aussi nantais, on est aussi audencien. Et c'est très important. Bon, et puis évidemment, le programme qui est proposé. Alors, on reviendra évidemment sur les différentes facettes de ce programme. Vous êtes donc en dernière année et vous avez suivi, alors, par la majeure, une spécialisation business development, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, donc à Audencia, ce qui est très important par rapport à d'autres écoles de commerce, c'est que l'année de césure est obligatoire. Ce qui m'a permis, en fait, durant mon année de césure, de faire 2 stages différents. Un stage en marketing et un stage aussi donc, en business développement. Là, j'ai vraiment découvert en fait, ce que c'était vraiment concrètement le business développement et le monde du commercial. Suite à quoi, j'ai voulu en fait, me spécialiser dedans. J'ai donc fait une spécialisation en business développement. Ce qui m'a permis, en fait, là, en stage de fin d'études, de faire un stage en catégorie management et en commercial en tant que compte clé. Parce que c'est le business développement, donc c'est-à-dire monter des affaires, faire prospérer un chiffre d'affaires et une entité commerciale, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que c'est très concret. Alors Adrien, vous dites Gaëtan, peux-tu me dire ce qu'est ta formation de business et développement? Mais vous en avez un peu parlé. À quel métier te prépare-t-elle et que suis-tu comme enseignement? Alors, au niveau des enseignements, donc la majeure de business développement à Audencia, c'est une majeure très orientée sur le commercial, sur des techniques de vente, des techniques de négociation, la manière de gérer des techniques de vente complexes. Donc ça va être des processus de négociation qui vont durer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il y a toute une démarche à apprendre. C'est pas du commerce porte-à-porte, c'est vraiment un commerce où il y a une technique de préparation donc des négociations, mais aussi comment se comporter en négociation. Et le gros avantage pour moi de cette majeure à Audencia, c'est le fait aussi qu'il y a des missions de conseil qui sont confiées aux étudiants. Il y a des vraies entreprises qui viennent nous voir et qui ont des vrais problèmes commerciaux et qui ont besoin de vraies solutions. Et donc on les aide, que ce soit des entreprises en grande consommation, que ce soit des entreprises en B2B. Et on les aide en fait à essayer d'améliorer leur business, de développer leur business en fait, très concrètement. Et c'est très très formateur.
Et pour revenir donc, sur les métiers auxquels ça prépare, donc ça va être tous les métiers du monde commercial au sens très large. Si on va en grande consommation, ça va être par exemple des métiers de chef de secteur, d'ingénieur d'affaires sur du B2B. Ça va être aussi des métiers de catégorie manager, de compte clé. Ça veut dire qu'on est responsable des négociations avec une ancienne particulière, par exemple, donc avec des comptes nationaux ou internationaux. Et ça va être aussi tout ce qui va être un petit peu dans le conseil, en suivant les axes qu'on veut donner à sa carrière. Jeanne vous demande ce qu'est un état d'esprit. Donc vous parlez, c'est quoi l'état d'esprit d'Audencia? Est-ce qu'on peut caractériser par quelque chose de spécifique? C'est une très bonne question. L'état d'esprit d'Audencia, c'est toujours très difficile, c'est du ressenti, c'est du subjectif en fait. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui adhèrent pas. C'est quelque chose qu'on va ressentir lors de qu'on va faire son tour de France en fait par rapport à d'autres écoles. On va faire, je me sens mieux ici, ou je sens que je vais m'épanouir plus facilement, rencontrer les gens plus facilement. À Audencia, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui m'a vraiment plu, moi j'ai toujours été très attaché en fait à l'esprit, un peu un esprit de promo, un esprit de famille quelque part. Et à Audencia, j'ai senti qu'en dehors des classes, en dehors des associations sur lesquelles on pouvait rejoindre, finalement on appartenait tous en fait à la même promo et même à la même école. Et c'était quelque chose qui était vraiment très tangible. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et je me suis dit, je veux faire partie de cette famille-là. Vous avez certainement l'occasion de fréquenter des amis qui sont dans d'autres écoles Bien de sûr. management, des grandes écoles de management. Quand vous discutez avec eux, vous sentez vraiment toujours quelque chose de différent dans l'état d'esprit d'Audencia? Oui, après, je ne connais pas un seul ami qui ne se plaît pas dans son école, hein, quelle qu'elle soit. En fait, quand on arrive dans une école de commerce, très globalement, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à découvrir et de choses à mener qu'on peut toujours s'épanouir, quelle que soit l'école de commerce qu'on choisit. Après, effectivement, il y a toujours cette petite touche audencienne, cette petite touche nantaise, parce que la ville est aussi très importante, qui fait que je ne regrette pas mon choix, même 4 ans après. Alors, on reparlera évidemment de la ville nantaise. Peut-être une question pour vous, Philippe Despincé, sur le cursus d'Audencia. Donc finalement, je comprends bien qu'il est en 4 ans. Oui. 4 ans obligatoires. La 4 ans césure n'est obligatoire. pas facultative. Non, on a une année de césure facultative, mais pas celle où on a une obligation d'aller passer au minimum 9 mois, donc sur 2 stages maintenant avec la nouvelle loi en entreprise. Donc globalement, le cursus va être constitué de 3 semestres au niveau des cours fondamentaux, donc avec possibilité de suivre des voies, des parcours, etc. On pourra, s'il y a des questions, rentrer un peu plus en détail des propositions, des ouvertures que l'on fait, on va dire. Donc la première année pour les élèves qui viennent de prépa, les fondamentaux du management. Le semestre 3, donc le début de la deuxième année, ils vont poursuivre l'acquisition de ces fondamentaux et ils vont être rejoints par les étudiants qui viennent d'admission sur titre ou des étudiants qui viennent en double diplôme tels que des ingénieurs managers. Ensuite, les élèves donc AST, donc l'admission sur titre, et les élèves de classe prépa vont avoir une année qu'ils vont devoir passer en entreprise, donc au minimum 9 mois. Et après ça, ils vont revenir pour 2 semestres académiques et 1 semestre de stage. Les 2 semestres académiques seront la majeure et le semestre d'échange à l'international, qui peut être suivi dans un sens ou dans l'autre. On peut d'abord faire le semestre à l'international plus la majeure ou vice-versa. Et on finit la scolarité par le stage Agir. Ça, c'est pour 80% des étudiants et le parcours type. Après ça, on a bien évidemment des parcours qui peuvent être un peu différents, avec des doubles diplômes, avec... Justement, puisque vous parlez de double diplôme, Théo vous dit, je lis que vous proposez des voies double compétences. Sont-elles ouvertes aux prépas? Oui, elles sont ouvertes qu'aux prépa, les voies double compétences, parce qu'on les propose seulement sur la première année aux étudiants qui viennent de prépa. Elles sont ouvertes à l'ensemble, pour la majorité d'entre elles, à l'ensemble des étudiants venant de prépa. Il y en a une un peu particulière qui est la voie double compétence sciences pour l'ingénieur, où il faut au moins avoir fait un bac S. Et derrière, une CS, plus principalement, un étudiant qui viendrait de voie éco en ayant des très bons résultats, très motivé, on peut l'accepter dans cette voie, donc sciences pour l'ingénieur. Les autres voies, on a une voie droit, on a une voie beaux-arts, on a une voie architecture, et on a une voie lettres. Et les voies double compétences consistent à passer une journée par semaine au sein d'institutions partenaires, donc ce sont tous des institutions nantaises. L'école d'ingénieurs, c'est Centrale Nantes qui est de l'autre côté de la rue. La fac de droit, la fac de lettres, c'est pareil, c'est sur le même campus, donc c'est l'autre côté de la rue. Il faut se déplacer un peu plus loin pour Beaux-Arts, il faut aller au centre-ville, mais c'est là où résident tous les étudiants, donc globalement, ça leur fait, c'est plus simple. Et pour architecture, c'est pareil, c'est en centre-ville. Ça vous a éventuellement tenté, cette double compétence à Audencia? Alors moi, j'en ai pas suivi, mais par contre, j'avais suivi ce qu'on appelait des cours transversaux.
En fait, c'était des cours en fait, qu'on choisissait et qui, pour moi, le gros avantage de ces cours transversaux, c'était le fait qu'en fait, en dehors d'un tronc commun de matières obligatoires et essentielles en école de commerce, qui sont le marketing, des bases en droit, des bases en comptabilité, etc., on avait la possibilité de suivre des cours d'à peu près tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, que ce soit des cours de cinéma, des cours de culture, des cours d'histoire de l'art. Et cette possibilité, en fait, était vraiment intéressante pour moi parce que en fait, ça permettait au moins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de sortir de ce tronc commun et d'essayer d'acquérir un peu de culture générale, de s'ouvrir un peu sur le monde. C'est quelque chose qui m'avait plu aussi lors de mon choix au Audencia. Et ça rejoint un peu en fait cette idée de double compétence. En fin de compte, il y a énormément d'ouverture. Hein. Donc il y a les cours transversaux. Et dans ce cas, on prend une langue vivante 3 obligatoire. Donc on force à prendre la langue vivante 3. On a sinon des parcours géographiques. Donc c'est des cours transversaux mais qui sont orientés vers une zone géographique. On a la Via Hispanica pour toute l'Amérique du Sud et l'Espagne. Donc avec là la langue obligatoire de prendre de l'espagnol. On a Dutch Portal avec la zone germanophone. On a Asie Management. Là les cours de culture sont orientés sur la culture asiatique mais en français. Et par contre la 3e langue vivante c'est forcément du japonais ou du chinois. Et on vient d'ouvrir PECO et Russie et Afrique en zone géographique. Et donc on choisit l'une de ces zones. On choisit l'une on choisit l'une de ces zones et on l'a choisie pour l'année. Et à côté de ça, on a des parcours plus thématiques, donc encore au choix. Donc c'est en lieu de prendre une voie géographique ou les cours transversaux ou les doubles compétences, on peut choisir donc en parcours thématique, soit du management public, soit la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, bon, les cours transversaux, ce sont le même volume horaire que les cours transversaux, mais orientés vers une thématique spécifique. Alors, on va quitter un peu le domaine des cours, on va revenir sur l'API, l'année de projet individuel. On a 2 questions à ce sujet. La première, peut-être pour vous, M. Despincé, la nouvelle loi sur les stages n'est-elle pas gênante pour l'API? Alors, pour l'AIPM, c'est forcément maintenant 2 stages de 6 mois. Donc, l'AIPM, c'est l'année d'internat professionnel management, c'est ce qui est obligatoire. L'API, c'est quelque chose d'un peu spécifique qu'on propose entre la première et la 2e année. On propose une année off. C'est une année où l'étudiant n'est pas inscrit chez nous, il se réinscrira après, donc il peut réaliser, dans le cadre de cette année qu'on lui offre de l'école, un projet personnel. Alors justement, c'était la 2e question qui était posée par Stella. L'année de projet individuel permet-elle de créer une entreprise? Comment se passe la validation des projets et comment se passe leur suivi? En fait, concrètement, est-ce qu'on peut faire absolument n'importe quoi pendant son année? Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est sur un projet. Il faut que le projet soit construit. Ça passe devant une commission et la commission décide ou pas d'accorder cette année d'interruption d'études. Alors, concernant l'entrepreneuriat, je ne le déconseillerais pas de le faire. C'est un projet, on peut toujours le proposer dans le cadre de l'API. Mais vu qu'on a une majeure entrepreneuriat avec la possibilité ensuite d'intégrer soit l'incubateur, donc l'incubateur Symbiose, soit, alors, si on n'intègre pas l'incubateur, on peut se faire pré-incuber au sein d'une ruche qu'on est en train de mettre en place, donc spécifiquement pour les élèves. Donc on peut faire la majeure entrepreneuriat et après ça, dans le cadre d'un stage, développer son projet en fin d'année. Ça vous aurait tenté, Gaëtan, la création d'entreprise? Ou ça vous tente? Oui, ça me tente. Alors, pas aujourd'hui. J'ai envie d'acquérir davantage d'expérience, de découvrir ce que c'est que d'apprendre vraiment à travailler dans de grosses sociétés, d'essayer de découvrir aussi d'autres cultures, d'autres manières de travailler. Mais oui, c'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'amis d'Audencia qui en fait, actuellement qui ont suivi la majeure entrepreneuriat, qui sont en train de monter leur société. Et quand on les voit au quotidien en train de défendre leurs projets, de faire croître leur business, ça donne envie de faire pareil, en fait, de se lancer, de trouver l'idée, de bien s'entourer et de se lancer. Ouais. Alors on a une question qui est évidemment pour vous, qui est une question d'Antonin, et qui vous demande comment est la vie à Nantes? Est-il facile, voire pas cher, de se loger? Parce que c'est toujours une question importante, le logement. Alors, quand on est parisien, Nantes, effectivement, c'est pas cher. Mais vous n'étiez pas parisien? Moi, je n'étais pas parisien. Pour moi, Nantes, c'était un vrai coup de cœur, très sincèrement. Vous connaissiez avant Non, jamais. Moi, j'ai découvert pendant mon tour de France. Du coup, j'y suis resté 3 jours, je crois. J'ai bien aimé. Et non, ça a été vraiment un vrai coup de cœur parce que la ville est très agréable à vivre. C'est une grande ville. Mais le gros avantage, c'est ce que disait Monsieur Despincé, c'est que dans cette grande ville, l'hypercentre est très très vivant et l'ensemble des étudiants en fait, de la communauté audencienne habitent dans l'hypercentre. À 15 minutes à pied, on a 95% de la promo, je dirais. Ce qui permet en fait d'avoir vraiment cet esprit d'Audencia qui nous suit au quotidien. Et le campus est situé où par rapport au centre? Et le campus est situé par rapport donc, à la place Commerce,
Il est situé donc à 12-15 minutes en tram du centre-ville. Donc ça se fait très très bien le matin. Il n'y a vraiment aucun problème. Et puis ça se fait en tram, donc il n'y a aucun problème de bouchon ou de ce genre de choses. Et c'est une manière de se desservir qui est très très pratique. Et la ville au quotidien est très agréable à vivre parce que c'est une ville qui bouge beaucoup, très culturelle. Tous les étés, il y a le voyage à Nantes qui est organisé par la municipalité qui sont des sortes d'expositions temporaires ou pérennes qui mettent en fait sans dessus dessous l'ensemble du centre-ville de Nantes. Il y a également La Baule et Pornic qui sont à 40 minutes, donc l'océan qui est à 40 minutes du centre-ville. Voilà, pour toutes ces choses, c'est vraiment une belle ville. Là, vous avez bien vendu la ville de Nantes. C'est vrai. Le maire pourra vous remercier. Bon, je suis bien. Sur vos années de scolarité, au final, vous avez passé combien de temps en entreprise? Alors au final, j'aurais passé un peu plus d'un an et demi. Un peu plus d'un an et demi parce que j'aurais fait donc un stage d'un mois à la fin de la première année, ce qu'on appelle le stage Comprendre, qui est un stage qui permet en fait de découvrir ce que c'est que le monde de l'entreprise. Suivi donc de mon année de césure, j'avais fait 2 stages de 6 mois. Et donc là, actuellement, je suis en stage de fin d'études. Donc stage de 6 mois également, ça fait donc 19 mois au total en entreprise. Et on peut en rajouter 3. On a également possible pour les élèves qui le veulent, entre la majeure et le séjour d'études à l'international. Donc là, c'est un stage optionnel, mais qu'on appelle l'analyse des pratiques. Donc on le propose, donc ce qui permet à l'étudiant d'être conventionné pour un stage s'il souhaite avoir une expérience supplémentaire. En règle générale, les stages et les présences dans les entreprises que vous avez fait pendant votre scolarité, c'est plutôt des grandes entreprises, des grosses PME, des entreprises de la région? Il y a vraiment de tout, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai fait un premier stage dans une multinationale à Bruxelles. J'ai fait un deuxième stage dans une boîte italienne à Rouen. Je pense qu'on devinera assez facilement laquelle c'est. Et ce troisième stage, c'est une boîte anglaise, petite PME, et je suis sur Paris. Donc il y a vraiment tout un profil d'entreprise et on peut vraiment mixer et passer d'une entreprise à une autre assez facilement. L'éventail des offres de stage est quand même très ouvert. Ouais. On a parlé stage, on a parlé cours, double compétence. On n'a pas parlé tant que ça d'international et de double diplôme. La partie internationale de votre cursus, elle se situe où? Elle se situe d'abord dans le stage, qui est maintenant donc, on a un stage obligatoire qui est à faire donc, à l'étranger. Donc moi j'étais parti à Bruxelles. Et il y a également donc, le semestre d'échange universitaire qui lui aussi est 90% des cas obligatoire. Et dans mon cas, j'étais parti en Suède parce que je voulais partir en Europe du Nord depuis des années, découvrir ces pays-là, les pays scandinaves. Et donc je suis parti à Linköping en Suède durant un semestre en fin 2014. Et donc on offre plus de 190, on a plus de 190 partenaires internationaux et on n'a pas forcément alors on a des campus à l'international, mais on n'a pas des campus pour adresser sur ce campus une cohorte d'étudiants. C'est-à-dire qu'on a fait un choix justement de multiplier les partenaires pour que, en moyenne, on ait entre 3 et 4 étudiants maximum sur un campus à l'international pour que l'immersion de nos étudiants à l'international soit vraiment complète et profite pleinement à l'étudiant lors de son séjour d'études internationales. Et pour moi, ça c'est vraiment un vrai plus, le fait qu'on n'ait pas forcément un campus où on part à 150, mais le fait que, moi par exemple quand je suis parti en Suède, on était 2 de ma promo à y aller, et donc on est obligé de toute façon de s'ouvrir à l'autre, de rencontrer d'autres personnes de toutes les nationalités, ce qui fait qu'au quotidien, moi j'étais pas forcément avec des Odensiens, j'étais même pas avec des Odensiens, j'étais plutôt avec des Allemands, j'étais avec des Suédois, j'étais avec des Américains, et ça nous permet en fait de découvrir beaucoup plus, de s'améliorer en anglais, de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de travailler, de vivre ensemble. Et c'est une véritable immersion en fait. Et je pense que c'est une chance le fait de ne pas avoir un vrai campus, mais plutôt une multitude de choix. Alors ça c'est quand effectivement vous partez à l'extérieur. Est-ce qu'à Audencia au quotidien, on parle tous les ans, vous croisez des nationalités différentes? Ce qui est frappant sur les campus des écoles, c'est qu'effectivement on entend parler vraiment beaucoup l'anglais, mais vraiment on croise des étudiants de toutes les nationalités. C'est le cas sur le campus au quotidien? Oui, je sais que dans la majeure, on avait des étudiants d'Amérique du Sud, des étudiants de Chine, des étudiants d'Inde. Oui, en fait, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, des étudiants internationaux, il y en a partout. Et il y a aussi ceux qui sont de MBA, il y a aussi tous ceux qui sont là pour des programmes un peu courts. Et au quotidien, en fait, dans les couloirs, on parle un peu toutes les langues. On a 35%, de l'ordre de 35% d'étudiants internationaux sur le campus, toutes formations confondues. Et les étudiants donc, ont la possibilité, dès le semestre 3, donc dès la 2e année, de suivre l'ensemble de leur scolarité en anglais. Vous avez tissé des liens forts avec ces étudiants internationaux, vous êtes créé un réseau relationnel finalement pendant ces années? J'en connais quelques-uns, oui. Après, il y a une manière assez facile de les rencontrer, c'est l'association ICTeam, en fait. C'est une association qui se charge, c'est une sorte de BDE
à destination des étudiants internationaux. Et cette association en fait organise toutes sortes d'événements donc, pour accueillir donc, les internationaux, mais aussi pour mixer les internationaux avec on va dire, les locaux. Et c'est une manière voilà, de les rencontrer au quotidien, de les rencontrer lors de soirées, lors d'événements un peu sympas, et justement de tisser des liens un petit peu plus importants. Tout à l'heure, Monsieur Desmassé, vous avez devancé la question d'Hugo, qui parle des campus étrangers et qui vous dit que ça, voilà, il est un peu déçu qu'il n'y ait pas de campus étrangers parce que lui aurait souhaité justement partir, comme certaines écoles le proposent, sur un campus qui soit le campus d'Audencia, qui serait en Chine, en Australie. Alors, on a un campus qui est monté en Chine depuis cette année, donc BIT. Donc à Pékin, donc il y aura la possibilité pour les étudiants d'y aller, mais de toute façon les étudiants peuvent passer un semestre à minima au sein d'une université à l'international, donc avec une immersion, et ça je pense que c'est vraiment important, et ils peuvent également passer les doubles diplômes. Donc on a un certain nombre de doubles diplômes avec des universités qui sont proposées, hein, que ce soit des universités européennes ou Amérique du Nord, Asie. On a aussi possibilité, hein, donc là c'est le cas, j'ai tendance à dire qu'Audencia est l'école des possibles, et une école qui est une école à vivre, et donc on est à l'écoute de nos étudiants. D'ailleurs on pourra potentiellement parler de ce qui avait été fait, que vous avez dû vivre, Dreaming Audencia, ça s'est fait, non, vous l'avez vécu. Oui, la première année, ouais. Voilà, donc Dreaming Audencia, on avait impliqué les élèves dans la définition de projets d'école, et là on a actuellement 3 étudiants qui ont souhaité faire un double diplôme dans des universités qui n'étaient pas partenaires à proprement parler de l'école, mais leur projet était intéressant. On les a accompagnés, on les a poussés, on a modifié les phasages de leur cursus pour que ça soit faisable, et on a actuellement un étudiant à Stanford. On a un étudiant en septembre qui va rentrer à Imperial College. Donc là, c'est sur les domaines. C'est un domaine à l'interface ingénieur-manager. Le deuxième à Imperial College, ça sera plutôt dans le domaine financier. Et on a une étudiante qui souhaite, elle, avoir un double diplôme dans le domaine du droit. Et on lui a proposé 3-4 universités. On va chercher des très très belles universités à l'international et on va l'aider à y rentrer. Donc on aura compris qu'on peut avoir une vie internationale très riche sans avoir de campus physique. Voilà, sans avoir de campus physique. Alors on a le campus en Chine. Gaëtan, on parlait tout à l'heure, M. Desmassé parlait de Dreaming Audencia. Oui. C'était quoi pour vous? Alors moi, il me semble que j'étais donc en AIPM, en année de césure durant cette année-là. Mais j'avais suivi ça donc, via les réseaux sociaux. L'idée, c'était de donner la parole en fait, aux étudiants de première année. Ils venaient d'arriver à Audencia et ils devaient décider voilà, qu'est-ce que vous allez faire en fait, de votre école, très concrètement. Et à partir de là, ils réfléchissaient tous ensemble sur voilà, pas mal d'axes de développement possibles. Que ce soit améliorer le campus, que ce soit lancer de nouvelles choses. Et c'était quelque chose de très très ouvert qui a permis de donner la parole donc, aux étudiants. Et à partir de là, il y a 6 projets, je crois. 6 projets qui ont été retenus, 6 rêves qui ont été retenus et qui ont été présentés par l'administration, qui sont maintenant soutenus par l'administration. Et ça va être tous les ans? Non. C'était une innovation qu'on a fait donc, il y a 2 ans. Donc c'est du design thinking à l'échelle d'une promotion de première année. L'année dernière, on a mis en place un séminaire de rentrée un peu spécifique qu'on a appelé Audencia Talent. C'était prouver aux élèves, aux primo-rentrants Audencia, qu'ils avaient du talent et qu'il fallait qu'ils osent s'exprimer, et qu'ils osent s'exprimer tout de suite. Donc ça avait commencé, donc ils ont eu 2 jours de réflexion sur 15 projets proposés par des entreprises. Et ça avait commencé par un séminaire de rentrée, une conférence inaugurale un peu spécifique pour une école de management, parce qu'on a eu Oxmo Puccino, donc un rappeur qui est venu faire la conférence inaugurale, qui a été suivi tout de suite dans le domaine de la culture. Audencia est quand même l'école, entre autres l'école de la culture, par, on va dire, les industries numériques au niveau musical. Alors, vous disiez, Audencia est l'école, entre autres, de la culture. Mais Audencia, c'est aussi une école qui est connue pour la RSE. Alors, c'est quoi exactement la RSE et ça se traduit finalement comment dans les cours, les programmes, les enseignements, voire les débouchés que ça peut représenter pour vos étudiants? Alors, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc c'est un axe qui est très développé au niveau de la recherche. Audencia est reconnu pour ses travaux en recherche au niveau de la RSE, hein, qui se fait au niveau local, au niveau régional et bien entendu national et international. Et au niveau des enseignements, en fin de compte, on a dans tous les enseignements, on doit
on se doit de parler de RSE ou d'avoir, d'aborder la problématique de la responsabilité des entreprises. Donc dans un domaine financier, ça peut être des problèmes d'éthique, ça peut être des problèmes de financement communautaire, des nouveaux modes de financement. Dans le domaine du marketing, ça peut être comment je vais intégrer une responsabilité par rapport aux clients dans mes actions quotidiennes, en marketing, etc. Donc ce n'est pas forcément 1 heure, 2 heures, 10 heures de développer avec un thème spécifique, mais dans l'ensemble des enseignements, la RSE va transpirer et globalement on va faire passer un certain nombre d'idées à ce niveau-là. Et aussi on a un partenariat très fort avec le WWF dans le même domaine. Alors est-ce que vous pensez que cet esprit que vous insufflez à travers la RSE, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est aussi demandé par les entreprises qui vont rechercher vos candidats? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont apprécier dans leur parcours? Si on regarde globalement actuellement dans les demandes ou dans les axes de développement au niveau des entreprises, la RSE est quelque chose qui est recherché. Mais au-delà de la RSE spécifiquement, c'est aussi un ensemble de valeurs. C'est comme l'a dit Gaëtan, Audencia, alors moi je l'ai traduit un peu différemment, je dis une école à vivre. Et globalement, on va avoir nos étudiants vont avoir des engagements, vont se poser un certain nombre de questions, vont faire attention aux autres, vont transmettre ces valeurs, aussi bien au sein de l'école, dans le milieu associatif, comme l'a dit Gaëtan, dans les relations quotidiennes, dans l'accueil que l'on fait pour l'ensemble des préparationnaires, que plus tard dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc c'est clair pour la RSE. Dernière question pour vous, M. Despincé. Est-ce que Audencia propose de l'apprentissage? Oui, oui. Donc on a un certain nombre de places proposées à l'apprentissage. Alors tout de suite, je vais donner le nom. Donc c'est 20. Ce n'est pas notre choix. Il faut savoir que les places d'apprentissage sont proposées par les régions. Donc la région nous a octroyé 20 places, et pas une de plus. Vous auriez souhaité en avoir plus? Oui, parce que je pense que c'est un mode de financement intéressant pour les étudiants, pour financer leur scolarité. Donc ça, du point de vue étudiant, c'est bien et c'est intéressant de faire l'apprentissage. Donc au niveau d'Audencia, l'apprentissage se fait sur les 2 dernières années. Donc en fin de compte, on a parlé de l'AIPM. L'AIPM est raccourcie. Au lieu d'en faire 1 an, elle se fait 6 mois. Et après ça, il y a une majeure, 1 année en entreprise, le séjour d'études internationales et le stage Agir. En fin de compte, c'est une périodicité d'apprentissage, une alternance semestrielle. Ce qui permet à l'étudiant d'être, quand il est à l'école ou à l'international, d'être avec ses camarades de promotion. Cécile Perrier, vous êtes étudiante en dernière année à Audencia, mais vous avez un parcours un peu atypique, on va dire, pour une étudiante dans une grande école de management. C'est que vous avez préparé un bac littéraire et vous êtes venue par la voie du concours littéraire. Exactement. Alors j'ai même fait un bac littéraire, une prépa littéraire à Rennes. Et pour vous expliquer un peu mon chemin de raisonnement, en fait, je suis arrivée en prépa littéraire, j'avais pas forcément envie de continuer parce que je trouvais ça très théorique et ça manque de concret. C'est quelque chose de... On étudie l'histoire, l'Antiquité, ça m'a fini par m'ennuyer un peu. Et il se trouve que M. Charbin, qui était à l'époque le directeur d'Audencia Grande École, est venu dans ma prépa pour présenter Audencia, principalement au prépa HEC. Et du coup, moi, j'y suis allée parce que ça m'intéressait. Et il nous a parlé de la majeure culturelle, qui m'a tout de suite beaucoup parlé, parce qu'en fait, c'est une majeure qui s'adresse pas du tout principalement que aux étudiants qui viennent de littéraire, mais qui s'adresse aux étudiants qui sont très intéressés par tous les parcours culturels, mais du côté plus management, pas d'un côté théorique, prof, etc. Alors si vous nous en dites un peu plus sur cette majeure culture générale, c'est quoi les enseignements, c'est quoi le module, ça se passe comment? Alors en fait, la majeure culturelle est un programme très large. Ça s'adresse, moi je suis très intéressée par l'édition, par le milieu de l'édition. Et en fait, ça s'adresse autant pour les gens intéressés par le milieu de l'édition que pour les gens intéressés par l'art, que pour les gens intéressés par le cinéma, la musique. Donc les jeux vidéo, c'est très large, c'est tout ce qui est divertissement, on va dire, industrie culturelle et multimédia. C'est le management des institutions culturelles et des industries multimédia. Mais alors sur ces 4 années de cursus, finalement, ou sur cette durée, cette majeure, elle s'étale sur la totalité? C'est juste pendant la première année, pendant la dernière année? C'est tout au long de votre cursus que ça se passe? Pas du tout. En fait, cette majeure, elle arrive après notre année d'AIPM. Donc au bout de 2 ans et demi de parcours en école. Et en fait, j'ai connu beaucoup de gens qui sont arrivés
qui sont arrivés au début disaient qu'ils voulaient faire cette majeure, finalement, ont changé d'avis en cours de route. Et c'est aussi à ça que sert finalement l'école de commerce, c'est qu'on certains arrivent en ayant une très grosse idée de ce qu'ils veulent faire et changent complètement d'avis avec leur parcours entreprise, avec les gens qu'ils rencontrent, avec les majeurs, avec les cours qui nous sont proposés. Et il se trouve que moi, je suis restée très fixée sur ce que je voulais faire, mais ça dépend de tout le monde. Alors, c'est après 2 ans et demi, mais dès la première année, on peut bien évidemment avoir un certain nombre de cours qui vont tourner autour de la culture. Quand on parlait des cours transversaux tout à l'heure, il y en a un, c'est l'histoire du rock'n'roll, par exemple. Voilà, on a un certain nombre de cours transversaux, d'ouverture culturelle sur des domaines très divers. Après ça, dans le cadre de l'AIPM, je crois que vous avez fait une partie de votre stage au sein d'une entreprise liée à la culture. C'est vrai que ça arrive la majeure arrive tard, mais en fait, tout le côté culturel, si on le veut, arrive très très tôt. Notamment, moi, je me suis investie dans les associations de mon école et au Bureau des Arts. Et du coup, j'ai pu organiser un festival multiculturel qu'on fait avec notre association, donc qui est un festival de théâtre, de danse, il y a un concert. Il y a vraiment de tout. Et j'ai aussi pu participer à l'organisation de ce qu'on appelle la commu, c'est la comédie musicale de notre école, qui est un grand événement, qui est vraiment un grand événement pour nous, tout le monde vient la voir. Et du coup, j'ai écrit le scénario en fait, de cette commu à l'époque. Donc beaucoup d'activités culturelles. Beaucoup d'activités culturelles. Et aussi, du coup, en même temps, j'avais les cours transversaux. Et moi, je faisais à l'époque le marché de l'art. Mais alors, comment ça se passe par rapport à vos camarades qui, eux, arrivent de prépa classique ou d'AST et qui ont des prérequis peut-être dans des domaines plus scientifiques, maths, gestion, un peu plus développés. Est-ce qu'il y a une mise à niveau? Est-ce que vous suivez un petit peu de rattrapage sur des domaines où vous soyez un peu moins doué, un peu moins forte? Effectivement, il y a une mise à niveau quand même qui va être, et heureusement. On a en fait des cours de maths assez génériques, mais plus concentrés sur les statistiques, qui nous sont dispensés, ça doit être une quinzaine d'heures sur un semestre, et qui nous permettent qui nous redonnent les bases, qui nous reposent vraiment les fondements de ces matières, et qui finalement sont très utiles. Et vraiment, moi, ça m'a permis de valider une matière que même pas la moitié de ma promo a validée, quoi. Je vous demande quel type de prépa littéraire vous avez fait? J'ai fait AL, donc vraiment littéraire, j'ai pas d'économie, pas de maths. Bon, mais c'est clair. Voilà. François vous demande si les débouchés de la majeure culturelle sont là. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a, dans votre domaine de prédilection, est-ce que vous pensez qu'il y a autant de débouchés que pour un étudiant qui va choisir, comme l'a fait Gaëtan, business développement? Ça dépend vraiment des secteurs culturels qu'on vise. Il y en a qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Il faut aussi savoir que le secteur culturel, c'est quelque chose de très demandé, autant dans les écoles de commerce que... on a de la concurrence qui vient pas forcément d'écoles de commerce. Donc du coup, les écoles de commerce sont très appréciées par les recruteurs, donc ce qui est vraiment une chance pour nous. Mais moi, je pense on a vraiment notre place et on a vraiment, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui a fait? Vous avez expliqué que vous avez M. Charouin, de mémoire, qui est venu dans votre prépa et qui vous a présenté Audencia, donc tout à coup, ça vous a intéressé. Mais vous aviez quand même, au départ, une petite idée de ce qu'étaient les écoles de commerce et de management? J'en avais une petite idée, mais je n'en avais pas forcément la bonne idée, en fait. Parce que j'étais dans une prépa qui était très concentrée ENS, très concentrée concours, et pour eux, les écoles de commerce, ça n'existait pas, et ce n'était pas intéressant. C'est quoi la bonne idée d'une école de commerce? Et la bonne idée d'une école de commerce, c'est qu'on peut faire plein de choses et que c'est pas que de la comptabilité et que surtout c'est un tissu associatif qui est vraiment très très riche et qu'en fait on fait finalement quelque chose avec on fait ce qui nous intéresse. On n'est plus seulement en train d'étudier ce qui nous intéresse, on le fait. Et ça finalement je me rendais pas trop compte avant de passer les concours, avant de rencontrer Charouin, etc. Philippe Massé, le profil de Cécile, est-ce qu'il est atypique au sein de votre école? Est-ce que c'est une originalité? Il y a toujours des parcours un petit peu originaux. Ou est-ce que c'est vraiment un élément profond de l'ADN du programme? Alors, la culture fait partie de l'ADN d'Audencia. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Après ça, les étudiants qui viennent de littéraire, on en a entre 35 et 40 par an. Donc sur une promotion de 425, c'est 10%. Donc c'est vrai que
sont pas si nombreux que ça, mais tous les ans on en a et tous les ans ils font des très très beaux parcours. On parlait des débouchés de la majeure culturelle, enfin de la majeure des institutions, management des institutions culturelles. Moi j'ai 2 cas, on peut venir bien évidemment travailler dans tout ce qui est financement des domaines artistiques, hein, qui est comme tous les autres de plus en plus prégnant. Il faut trouver du financement pour développer ces projets. On a une diplômée de Densia qui est conservatrice en chef du musée du Louvre. On a récemment, il y en a un qui a fait parler de lui, c'est Thomas Caillé, donc il y a eu 2 Césars pour les combattants. Donc voilà, c'est un diplômé 2005 de mémoire, donc de Densia. Donc oui, la majeure, ils ont fait la majeure management des institutions culturelles, donc oui, ça mène à plein de choses, et de beaux métiers. Finalement, moi j'ai gardé contact avec beaucoup d'anciens de la majeure culturelle qui là ont tous trouvé quelque chose, à part ceux qui n'y tenaient pas parce qu'ils se redirigent et finalement refont des études, ils ont tous trouvé quelque chose assez facilement en administration de festivals ou dans des musées, ils ont tous trouvé, sans problème. Et on continue à développer parce que là on a une nouveauté à la rentrée prochaine. Donc là les étudiants, c'est une primeur parce que les étudiants vont être avertis à la fin du mois, ceux qui sont actuellement en IPM. On va avoir un partenariat qui va se consolider. On en a déjà un avec le musée du Louvre, mais il va se consolider. On va proposer à certains étudiants donc, de pouvoir aller passer un semestre complet à l'école du Louvre sur des domaines donc, liés au musée, à la gestion des musées, à la contact avec les visiteurs, contact entre les visiteurs et l'œuvre, etc. Donc vraiment accès autour de la muséologie. Donc ceux qui sont intéressés par ça auront noté. Peut-être petite question, est-ce que Osmose prend bien quand on arrive de prépa littéraire, donc on a passé son concours, ce qui est concours d'aigle, hein, si je ne me trompe, est-ce que Osmose se fait bien avec vos amis qui viennent, eux, de parcours classique, prépa HEC? Ça se passe d'emblée bien ou chacun s'observe un peu? Ça se passe d'emblée bien, enfin, on n'est pas du tout catégorisé comme des prépas littéraires, on est intégré dans la promo comme n'importe qui. Donc finalement, moi, dans mes amis, j'ai pas de prépa littéraire. Enfin, dans mes amis proches de Densia, il n'y a aucun prépa littéraire et non, il n'y a pas eu tout de problème. On est dispatchés dans nos classes. Moi, j'étais toute seule dans ma classe, ça ne se pose aucun problème. Bon. Et donc non, pas de différenciation. Par rapport à cette intégration, je reprendrai les propos de Gaëtan. C'est vraiment Audencia est ouverte et il y a un esprit de promo. Il n'y a pas de personnes qui sont mises de par leur profil ou leur spécificité à l'écart. C'est vraiment une intégration et depuis 3 ans que je suis au Audencia, je n'ai pas entendu de parler de problème d'intégration au niveau en termes d'étudiants. Alors on va changer complètement de sujet. Audrey vous dit, le triathlon Audencia est-il organisé par les étudiants? Oui. Effectivement, en fait, on a une association triathlon Audencia La Baule qui recrute, très grosse manifestation étudiante. Cette association, du coup, recrute les premières années dès l'arrivée à l'école avec l'événement qui se passe mi-septembre. En fait, recrute des bénévoles, ça permet aux premières années de connaître l'événement, de découvrir un peu tout le monde, etc. Et recrute d'emblée ses futurs animateurs, etc. C'est une des plus grosses manifestations étudiantes. Oui, c'est 6 à 7 000 athlètes sur un week-end à La Baule. Un certain nombre de courses, aussi bien de vraiment petits qui débutent dans le triathlon jusqu'à des confirmés. Un point qui est important sur cette manifestation, toujours dans l'esprit d'Audencia, donc qui est vraiment pour moi important, c'est que c'est la première manifestation étudiante auquel participent les étudiants qui rentrent au Audencia avant le week-end d'intégration. Et on veut qu'elle soit systématiquement avant le week-end d'intégration, parce qu'on veut que ça soit la première manifestation qu'ils vont co-créer, qu'ils vont co-organiser, soit tournée vers les autres et non pas vers eux. Et ça participe beaucoup aussi à l'intégration des étudiants, je trouve, le triathlon. Parce qu'on arrive, ça fait même pas 15 jours qu'on est arrivé sur le campus avec tout le monde, on ne connaît pas trop encore les gens. Finalement, on est réunis pendant 3-4 jours, tous ensemble, 24-24. Sans jeu de mots, vous êtes lancé dans le grand bain là, tout de suite. Exactement, c'est ça. On va revenir sur du un peu plus sérieux, bien qu'Audencia soit une manifestation très sérieuse dans son organisation, parce que c'est un budget finalement qu'il faut gérer, je pense, qui doit être un budget important. On a plusieurs questions, parce que c'est aussi la période des euros qui vont bientôt démarrer, qui suscitent toujours leur lot d'angoisse, d'inquiétude. Alors on a plusieurs questions sur les euros, comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil. Alors peut-être vous, Cécile, qui avez passé ces euros, alors comment ça se passe?
J'ai passé 0 et j'en ai fait passer aussi parce que j'ai fait partie de l'équipe qui accueille les admissibles. Et en général, ça se passe très bien. Et donc en fait, on appelle les étudiants à venir, qu'ils arrivent la veille de leurs euros. De manière générale, ils ont la possibilité de loger chez l'étudiant, ce qui est finalement pas cher et une solution économique. Et en même temps, ça permet de rencontrer les étudiants qui parlent de leur parcours, donnent des petites astuces, donnent des conseils sur la manière dont ça va se passer, sur les questions qui peuvent être proposées, etc. Permet de découvrir les associations. Et ensuite, la journée commence tôt, parce qu'elle commence à 7h30. Donc c'est petit déjeuner, discours du directeur, etc. Et ça enchaîne d'emblée sur les oraux qui s'étalent finalement sur toute la journée. Donc ça laisse le temps de discuter avec tout le monde, profiter des animations qui sont faites en même temps. Découvrir la ville. Découvrir la ville, parce qu'il y a des visites de ville qui sont organisées et c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, les astuces dont vous leur parlez la veille au soir. Les astuces dont on leur parle la veille au soir, je pense que le plus important pour les étudiants qui passent leurs oraux à Audencia, c'est d'essayer de s'identifier à l'école. Donc en parlant aux étudiants et éventuellement expliquer ses intérêts aux étudiants d'Audencia en arrivant pour pouvoir se projeter directement, les associations qui peuvent nous intéresser, quel type de parcours peuvent nous intéresser, pas délivrer un discours type, mais finalement adapter son discours à ce que Audencia peut offrir. Alors justement, c'est toujours la question de Charlotte. Vous attendez quoi de cet entretien? Que l'étudiant vous prouve sa volonté, sa détermination d'intégrer votre école, puisque c'est pas a priori, c'est pas un entretien de connaissances, hein, on ne juge pas des connaissances. Est-ce que c'est un entretien plutôt comportemental pour voir comment la personne va évoluer, déterminer les capacités, du potentiel? Bon, je vais donner quelques éléments. L'entretien, globalement, va se passer Alors, l'entretien lui-même en 2 parties, et il y a une phase de préparation d'une demi-heure avant. Donc, entretien d'une demi-heure, qui serait décomposé en 2 fois un quart d'heure, et ensuite, au préalable, donc une phase de préparation d'une demi-heure. Avant de rentrer dans cette phase de préparation, l'étudiant tire un bout de papier sur lequel il va y avoir 2 sujets. Donc soit un concept, soit un proverbe, soit un concept, soit un proverbe, une citation. L'étudiant choisit un des 2. Et il a ensuite donc 30 minutes pour préparer un exposé de 5 minutes sur ce thème. 5 minutes chrono. Hein. 5 minutes chrono, on va dire, personnellement j'autorise 1 minute de plus, mais à 5 minutes, j'indique 5 minutes et à 1 minute de plus, de toute façon je coupe. Donc ça prouve aussi, ça montre la capacité de l'étudiant qui a mal géré son temps. Est-ce qu'il est capable entre 30 secondes et 1 minute de faire une conclusion et qui tienne la route? Vous étiez dans vos 5 minutes? J'étais dans mes 100 minutes, effectivement. Non, ça et donc ça va être la première partie. On va avoir 4 éléments dans la note. Ça va être l'exposé et la manière d'argumenter va consister en la première partie. Et une des 4 notes. Et l'exposé, on peut le concevoir de différentes manières. Hein. On peut très bien le faire de manière classique, thèse, antithèse, synthèse, introduction, conclusion, 5 parties, 5 minutes, on gère le temps. Il ne faut pas oublier qu'on va rentrer dans une école de management et qu'un manager peut exprimer une position. Donc l'étudiant a le droit de défendre une position sur le sujet. Et dans ce cas, il aura, et ça je suis sûr qu'ils le font naturellement, parce qu'ils sont tous très intelligents, ils ont pris 25 minutes de préparation et les 5 dernières minutes, ils vont juste... je vais préparer l'antithèse et comme ça, vu que la première question sera ok, vous avez abordé un des points de vue de l'exposé, sur le point, on peut l'aborder différemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, qui va reprendre la main. Donc ça, c'est l'exposé, première partie. Après ça, on va voir 3 éléments de la notation. Ouverture, donc sa curiosité, etc. Comment il va apporter des exemples dans l'argumentation, dans la manière dont il va nous présenter l'exposé ou lui-même après. L'exposé dure 5 minutes, 10 minutes de questions autour de l'exposé, et ensuite soit naturellement parce que l'exposé s'y prête, soit personnellement si l'exposé s'y prête pas, je vais demander à l'étudiant de... je vais lui rendre la main en disant maintenant, on a terminé autour de l'exposé, parlez-moi de vous. Donc là pareil, il va se présenter, donc prendre l'habitude de se présenter en 3-4 minutes, il ne faut pas prendre un quart d'heure parce qu'il faut qu'on ait le temps d'avoir un échange. Le troisième point qu'on va évaluer, c'est le point qui est présent dans tous les entretiens qu'auront à faire les étudiants ou les futurs diplômés, c'est montrer son potentiel. Parce qu'on va, on va recruter quelqu'un, on va travailler 4 ans avec lui, il va défendre les couleurs de l'école, il va y représenter notre marque, donc on cherche à connaître son potentiel, donc à lui de nous montrer ce qu'il a. Et la dernière partie, la 4e partie, ça va être par les qualités relationnelles. C'est qu'on va lui poser une question, c'est pas répondre juste oui,
Non, je ne sais pas. C'est être capable d'argumenter sa réponse, de proposer une autre piste sur laquelle on va pouvoir rebondir pour vraiment avoir une discussion. Est-ce que tout ce que vous venez d'exposer est valable à la fois pour l'entretien des prépas HEC, éventuellement des prépas littéraires, des AST? Tous, sans distinction. Voilà, tous sont sur le même principe. Alors après ça, il peut y avoir un peu de différence. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir sur le AST, on ne demande pas spécifiquement à Audencia un projet professionnel. Quelqu'un qui va réorienter sa formation en venant d'AST, on pense qu'il aura peut-être un peu plus mûri son parcours, son choix qu'un étudiant dont, on va dire, l'école est le débouché classique de la voie des concours qu'il a choisi. Donc là, on attend qu'il y ait une argumentation un peu différente. Mais donc, pas de projet professionnel. Pour certains qui ont un peu plus de maturité, qui se réorientent, savoir pourquoi ils se réorientent, mais sans savoir est-ce qu'ils vont faire la majeure management des institutions culturelles, de la finance ou des ressources humaines. Et après ça, juste un conseil, pas de fausse passion. Voilà, l'étudiant doit être lui-même, il ne faut pas dire il faut que j'ai une passion, il faut qu'à 20 ans je sois passionné par quelque chose. Si c'est une fausse passion et que la personne qui est en face, c'est son domaine, 2-3 questions permettent de se rendre compte que c'est une passion de façade et c'est rédhibitoire. Ayant été dans des jurys d'admission, j'ai vu effectivement trop de discours formatés. Je suis sportif, je sauve le monde. Pour en revenir aux voies d'admission, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. On a parlé des prépas HEC, on a parlé des prépas littéraires, on a parlé un peu des AST. Mais j'ai Mathurin qui vous pose une question. Il vous dit: je suis en terminale, je ne souhaite pas faire une prépa, je préférerais faire un bachelor et ensuite passer le concours pour rentrer. Audencia, est-ce vraiment possible? Faut-il privilégier un certain type de bachelor pour accéder ensuite au... Alors, pas de type de bachelor. On a un concours d'admission sur titre qui est ouvert à toute personne qui a une licence, quelle qu'elle soit. Donc c'est le titre d'entrée et après ça, il y a des épreuves sur ce concours. Il y a pour les AST donc francophones, il y a le tâche-mage et il y a une analyse des situations. Donc c'est un exercice de 45 minutes où on doit rédiger un argumentaire sur un sujet donné. Donc pas, en tout cas, de type de bachelor privilégié. Il faut déjà avoir le diplôme. Question pour vous, Cécile. Louise qui vous demande s'il est possible de spécifier ce qu'est le management culturel et dans quelle spécialité vous êtes, mais vous nous l'avez expliqué. Alors si vous pouvez peut-être revenir sur le management culturel, peut-être Disons ce qu'ils cherchent ils cherchent à nous former principalement dans la majeure management culturel sur des fonctions d'administration, de marketing, de finance, vraiment des fonctions concrètes qui se traduisent directement dans le monde de l'entreprise et dans les stages qu'on fait et après dans les emplois qu'on fait. Donc après, question spécialité, ça dépend des affinités de l'étudiant avec tel type de secteur culturel. Moi, c'était l'édition, je me suis finalement dirigée vers l'art contemporain. Ça dépend de ce qu'on rencontre sur son parcours et de ce qu'on aime. On a beaucoup de parler de culture finalement et assez peu d'international. Ça fait partie de votre cursus? Vous avez eu des expériences internationales? Ça fait effectivement partie de tout étudiant du cursus de tout étudiant qui arrive à Audencia. Moi, j'ai fait donc 6 mois à Cincinnati, aux États-Unis. Il se trouve que j'étais encore dans le culturel, mais c'est tout à fait possible de ne pas le faire dans le culturel. Il y a une école de commerce à Cincinnati notamment. Et donc on rencontre, où là on est vraiment intégré à une classe d'Américains. Et il se trouve que moi, même si j'étais avec d'autres étudiants d'Audencia qui étaient sur le campus, ma bande d'amis était uniquement américain. Donc ça permet vraiment de s'intégrer, de découvrir une autre mentalité, une autre culture. J'ai énormément voyagé quand j'étais aux États-Unis. Je suis allée à Boston, je suis allée à Nouvelle-Orléans, j'ai fait plein de choses. Donc c'est vraiment très bien. Théo vous demande, plutôt une question peut-être pour vous, Philippe Massé, vous demande dans le cadre des concours AST, s'il y a des diplômes finalement ou des voies qui préparent mieux au type de concours que vous proposez. Et j'ai une autre question un petit peu différente, mais qui vous demande pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans une banque d'épreuves commune, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs banques qui regroupent de nombreuses écoles. Pourquoi finalement vous faites... C'est un choix qui a été fait. C'est vrai que les processus de recrutement au niveau des admissions sur titre diffèrent d'une école à l'autre. Au niveau d'Audencia, on a fait le choix. Alors le tâche-mage est
est proposé par l'ensemble des écoles. Donc nous, on a l'analyse de situation. On trouve que c'est un exercice sur lequel les étudiants peuvent se préparer. Et là, je vais répondre à la première, quelle que soit leur licence. Alors après ça demande d'avoir quand même un certain intérêt pour la culture générale, c'est-à-dire qu'il faut au moins s'intéresser sur les 3-4 mois qui précèdent à la géopolitique, aux événements qui se passent, on va dire, en France et dans le monde. Je dirais globalement, il faut parcourir les Échos, il faut parcourir le monde en termes de journaux, et ce qui permet donc de se forger une culture. Et à partir de cette culture, on est tout à fait à même de répondre aux sujets d'actualité qui sont proposés. Toujours une question pour vous, Julia, qui revient sur les parcours dans les zones du monde dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vous demande d'expliquer comment ça se passe et notamment comment choisit-on sa zone du monde, sur quels critères est-on pris, est-ce qu'il y a un niveau de langue parce que j'imagine que vous avez peut-être plus de demandes dans un parcours que dans d'autres. Alors, non, Cécile aurait pu répondre. En fin de compte, c'est quand les étudiants sont admis au Audencia, on leur demande de se prononcer, donc avant leur arrivée au Audencia, sur le parcours qu'ils veulent choisir, que ce soit des voies double compétence, que ce soit les cours transversaux ou les zones géographiques. Et après ça, il y a une répartition des étudiants. Mais c'est vrai que à partir du moment où, par exemple, certaines zones géographiques où les cours sont faits dans la langue du pays, ça nécessite d'avoir un niveau, parce que ce ne sont pas des cours, par exemple, si je prends la Via Hispanica, ce ne sont pas des cours d'espagnol qui sont proposés au niveau des cours de culture, les cours transversaux. C'est vraiment, on va utiliser l'espagnol, donc la langue, sur son utilisation première, qui est de communiquer dans une langue qui n'est pas le français. Donc si on doit l'apprendre en même temps, forcément on va passer à côté de tout ce qui est proposé à l'intérieur de ces cours. Vous aussi dans votre parcours, vous n'avez pas choisi de dominante double compétence? Non, effectivement, j'ai choisi de rester dans un parcours très général au début parce que j'avais la possibilité de choisir le parcours Beaux-Arts qui aurait pu paraître logique pour moi. Oui. Mais en fait, j'avais pas envie de m'enfermer tout de suite dans ce côté très que culturel. Finalement, j'ai fait que ça. Mais au début, j'avais envie de rencontrer plus de gens, de rencontrer toute ma promo parce qu'en fait, la double compétence Beaux-Arts réunit les 20 personnes qui la font dans une seule classe, avec ceux qui font la double compétence ingénieur. Et du coup, j'ai trouvé que j'avais envie d'autre chose. D'accord. Zone du monde? Zone du monde, j'ai pas choisi ça parce que j'aimais pas. Moi, ma deuxième langue c'était l'espagnol. J'aimais pas trop spécifiquement ça, donc du coup, non, ça faisait pas partie de mes intérêts. Et parce que dans les cours transversaux, il y avait quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup attirée, c'était le marché de l'art. C'est clair. Tout à l'heure, Gaëtan Boissieu, qui était assis à votre place, nous vantait les mérites de Nantes en termes de vie étudiante, de qualité de vie. Vous auriez la même approche? Oui, pour le coup, je peux que défendre Nantes. Je connaissais déjà un petit peu parce que je viens de la région, je viens de Rennes. Et vraiment, c'est une ville qui est très, 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 très agréable à vivre. On habite tous à 5-10 minutes à pied les uns des autres. Le centre-ville est vraiment joli parce que c'est maintenant quasiment entièrement piétonnier. Et du coup, nous, on est complètement roi dans le centre-ville. C'est plein d'espaces verts aussi. Moi, j'habitais dans le centre-ville. En même temps, je fais beaucoup de courses à pied. J'étais à 5 minutes des bords de l'Erdre, qui sont... Enfin, on a l'impression d'être dans la forêt. Très agréable. Eh bien, tant mieux. Cette émission touche presque à sa fin. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui fait partie de l'actualité récurrente, quelque part, de Audencia, qui est la fameuse hybridation des compétences dont Franck Vidal nous a parlé il y a quelque temps ici même. Cette alliance entre Audencia, l'ENSA et Centrale, dont Audencia parle souvent. Vous la vivez sur le terrain, cette alliance? Ça se traduit par quelque chose pour vous concrètement, cette hybridation? Vous rencontrez des étudiants qui sont évidemment différents de vous? Oui, concrètement, ça se traduit effectivement. C'est très concret aussi pour moi parce que on a des amis de notre promo qui se destinent à aller à Centrale. Et ensuite, plus tard, on rencontre les gens de Centrale qui viennent dans notre promo, qui suivent les cours avec nous. Et aussi, on en entend beaucoup parler parce que finalement, aux questions entrepreneuriales, il y a aussi une symbiose
entre les deux incubateurs. Et on a des amis qui se mettent avec des gens centrales pour monter leur start-up. Et finalement, on en entend parler tout au long de notre parcours. On est très amis finalement avec les gens de Centrale, on les connaît très très bien. C'est juste à côté. Donc, Dans votre domaine, la création d'entreprise, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser? Moi, c'est quelque chose auquel je pense régulièrement. Notamment, je suis là, mon dernier stage, je le fais dans une start-up, Artspur, dans l'art contemporain. Et je l'ai choisi de le faire dans une start-up parce que j'avais envie finalement de connaître ce milieu. Parce que ça m'intéresse énormément. J'ai besoin de beaucoup d'autonomie, moi, finalement, quand je travaille. Et je voulais voir comment ça se passait pour les dirigeants qui viennent aussi d'écoles de commerce. Et du coup, voir ça de manière plus concrète. Alors là, vous arrivez à la fin de votre cursus. Oui. Bientôt, il y a le grand oral, qui est l'oral de compétences, hein, si je ne me trompe pas, qui est un peu une spécificité de l'école. Alors, il se passe quoi? Ça se passe comment? Ça sert à quoi? Et écoutez, je pourrais bientôt vous le dire parce que je viens de le passer, mais en gros, ça permet de faire un résumé de notre parcours à Audencia, montrer ce qui a fait notre spécificité à Audencia, en quoi ça nous a aidé à grandir, ce que ça nous a fait découvrir, ce qu'on en retire, en quoi ça nous aidait plus tard. Je pense que c'est une belle conclusion du parcours parce que ça nous permet aussi de tout remettre en place dans nos têtes et comprendre finalement ce qui nous a été utile. Vous vous sentez prête là, à aborder le marché du travail parce que c'est dans quelques mois? Vous vous sentez prête avec tout ce que vous avez vécu pendant 3 ans, l'expérience que vous avez eue à travers vos stages, les cours, les enseignements, vous êtes prête? Je me sens très prête et j'ai très hâte. Ce qu'on a fait, finalement, on a une grande expérience professionnelle, on en sort, on a fait... moi, j'ai du coup 18 mois d'expérience professionnelle, ce qui est assez énorme, je trouve. Un CV. Et en fait, on a envie de travailler, on a envie de... On vous a appris à faire un CV et à passer les entretiens de motivation? On a effectivement un accompagnement pendant le cursus avec les conseillères carrière qui proposent des ateliers pour apprendre à faire un CV, proposent des entraînements aux entretiens de recrutement, etc. Donc oui. Donc vous êtes prête à aborder le marché du travail? J'ai commencé à chercher d'ailleurs. Bon, on vous souhaite du succès. Philippe Despincé et Cécile Perrier, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres émissions.